Je suis restée figée. Devant moi, cette jeune infirmière embrassait mon mari, l'homme que j'avais soutenu dans chaque blessure, chaque échec, chaque nuit blanche avec notre enfant. 8 ans de loyauté. Et voilà comment il me remerciait. Mais ce baiser, ce n'était que le début. 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'il la voyait toujours. Et le pire ? Je suis restée. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je n'avais nulle part où aller. Mon mari, Julien, a toujours été un battant. Pas seulement sur le ring, mais dans la vie. On s'est rencontrés à l'époque où il boxait encore dans des circuits underground à Marseille, gagnant à peine de quoi vivre. Tout le monde me disait qu'il était une mauvaise idée, aucun avenir, pas de stabilité, juste des rêves et des côtes fêlées. Mais moi, j'ai vu autre chose. De la volonté. De la rigueur. Et un cœur que je croyais, à l'époque, battre uniquement pour moi. Quand il a enfin percé dans les compétitions professionnelles, on avait déjà notre fils, Maxime. Je suis restée à la maison pour l'élever, gérer le quotidien, et permettre à Julien de ne penser qu'à ses entraînements. J'étais fière de le soutenir. On formait une équipe, à mes yeux. Tout a basculé en décembre dernier. Julien s'est blessé pendant un combat, ligament croisé rompu et côte fracturée. Les médecins ont parlé d'opération, puis de 2 mois d'hospitalisation et de rééducation. J'étais là chaque jour. Je lui apportais à manger, je changeais ses draps, je l'aidais à se doucher. Maxime lui dessinait des cartes qu'on collait au mur. Cette chambre d'hôpital froide, on l'avait transformée en chez nous. Et puis elle est arrivée. Une nouvelle infirmière blonde, la vingtaine, toujours ce petit sourire un peu trop présent. Au début, je la trouvais juste gentille. Je l'ai même remerciée un jour pour son attention. Elle avait ri et dit que Julien était agréable à côtoyer. Rien d'alarmant. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à la 3e semaine. Ce matin-là, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Maxime était chez ma sœur. J'avais pris le café préféré de Julien. En ouvrant doucement la porte de sa chambre, je me suis figée. Elle était là. Penchée sur lui. En train de l'embrasser. Je n'ai même pas lâché le café. Je suis restée là, les yeux rivés sur eux. C'est elle qui m'a vue en premier. Elle a reculé d'un bond, comme si elle avait reçu une décharge, puis s'est enfuie sans un mot. Julien a tenté de s'expliquer. Il a dit qu'elle l'avait surpris, qu'il ne savait pas ce qu'elle faisait. J'aurais voulu hurler. Mais à la place, je me suis assise. J'ai écouté. Et j'ai pleuré. Le soir même, je lui ai dit que je le croyais. Je voulais le croire. Parce que comment faire autrement ? J'avais tout donné à cet homme. Si tout ça n'était qu'un mensonge, que valaient les 8 dernières années de ma vie ? On a essayé de tourner la page. Il est rentré à la maison, a commencé sa rééducation, repris l'entraînement. La routine a repris. Mais moi, je ne pouvais pas oublier ce baiser. Je me suis convaincue que ce n'était rien. Jusqu'à cet appel, 6 mois plus tard. Ma meilleure amie m'a dit qu'elle l'avait vu la veille dans un restaurant chic. Avec elle. L'infirmière. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et le lendemain matin, je l'ai suivi. Il est parti comme d'habitude, un baiser rapide sur le front de Maxime, je rentre vers 19h, son sac de sport sur l'épaule. Routine. Mensonge. Dès qu'il a quitté l'allée en voiture, j'ai pris mes clés et je me suis glissée dans ma voiture. 2 véhicules derrière lui, à distance. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus mes pensées. Mais il n'est pas allé à la salle de sport. Il a traversé la ville pour rejoindre un quartier calme, près du Vieux-Port. Il s'est garé devant une résidence moderne, sobre, avec digicode. Je l'ai regardé sonner. Quelques secondes plus tard, elle est apparue. L'infirmière. Cheveux attachés, détendus, comme si elle l'attendait. Elle l'a serré dans ses bras. Il l'a embrassée. J'ai cru vomir dans ma voiture. Il est resté là-bas plus d'1 heure. Moi, je suis restée au volant, à serrer mon volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Quand il est ressorti, il avait l'air normal. Comme un homme sans aucun poids sur la conscience.
Je l'ai suivi jusqu'à la salle de sport cette fois, il y allait vraiment, maintenant que sa petite visite était faite. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je ne savais même pas par où commencer. Je l'ai juste regardé de l'autre côté de la table pendant le dîner. Il riait avec Maxime, lui posait des questions sur l'école. Il me regardait dans les yeux comme si tout allait bien. Cette nuit-là, une fois qu'il s'est endormi, j'ai consulté nos relevés bancaires communs. Des dépenses incohérentes, un hôtel proche de l'hôpital pendant son séjour, des courses en Uber que je n'avais jamais faites, des restaurants où nous n'étions jamais allés. Il me mentait depuis le début. Le lendemain matin, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai demandé. « Tu la vois encore ?» Il a cligné des yeux. « Qui ?» Je n'ai pas prononcé son nom. Ce n'était pas nécessaire. « L'infirmière », ai-je murmuré. Julien m'a fixé. Puis il a soupiré. Il s'est passé les mains sur le visage. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je ne l'ai pas cru. Mais je ne l'ai pas affronté non plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste allée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte à clé. Et je suis restée assise par terre, sur le carrelage froid, 1 heure entière, pendant que Maxime regardait des dessins animés dans le salon. À partir de ce jour, j'ai cessé de poser des questions. Julien a continué à la voir. Et moi, j'ai continué à faire semblant de ne rien remarquer. Je suis devenue deux femmes, l'épouse souriante devant son enfant, et celle qui dormait à côté d'un inconnu. Je me répétais que je restais pour Maxime. Pour sa stabilité. Pour survivre. Mais au fond, je savais pourquoi je restais vraiment. Je n'avais pas d'argent. Pas de travail. Aucun parent proche pour m'héberger. Tout mon monde tournait autour de lui. Alors je suis restée. Et chaque fois qu'il franchissait la porte, je me demandais avec qui il avait été. Et chaque fois qu'il rentrait, je me demandais pourquoi je continuais à lui faire à manger. Jusqu'au jour où quelque chose s'est produit. Quelque chose qui m'a forcée à choisir. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais peut-être jamais eu le choix. C'est arrivé un mercredi après-midi. Maxime avait un rendez-vous chez le dentiste, et Julien devait nous y rejoindre après son soi-disant entraînement. J'étais en avance, j'ai rempli les papiers à l'accueil, puis j'ai attendu. Et attendu encore. 20 minutes ont passé. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un message, on est là. Tu viens ? Silence. Quand le rendez-vous s'est terminé, toujours rien. Maxime m'a regardé et a demandé, papa va rentrer ce soir ? J'ai souri et j'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je savais. En rentrant à la maison, j'ai vu sa voiture déjà garée. Il était dans la cuisine, fraîchement douché, en train de manger une barre protéinée. Désolé, j'ai pas pu venir. Mon coach m'a retenu plus longtemps que prévu, m'a-t-il lancé comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Je suis montée dans notre chambre, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai crié dans un oreiller. Pas à cause du mensonge. Mais parce que, cette fois, je n'étais même plus surprise. Cette nuit-là, j'ai rouvert une vieille appli que je n'utilisais plus depuis des années, localiser mon iPhone. Julien avait oublié qu'on avait synchronisé nos appareils à l'époque. Et là, tout est devenu clair. Il n'avait jamais mis les pieds à la salle. Il avait passé près de 3 heures dans le même immeuble près du Vieux-Port. Encore elle. Ce n'était pas la goutte de trop. C'était comme réaliser que le pont derrière toi a déjà brûlé, et que tu ne fais que piétiner dans la fumée. Alors j'ai commencé à chercher. Combien coûte un avocat pour un divorce ? Que se passe-t-il pour la garde d'un enfant quand un parent n'a pas de revenus ? Est-ce que je pourrais obtenir une pension ? Est-ce que je pourrais garder la maison ? Les réponses étaient glaçantes. Julien avait tout prévu pour que je ne possède rien. Aucune épargne à mon nom. Pas de crédit. Pas d'assurance santé indépendante. Rien. Pire encore, je n'avais pas travaillé depuis 8 ans. Si je le quittais, je risquais de perdre Maxime. Ou alors je l'entraînerais dans une vie de galère, sur un canapé emprunté, à gratter les aides sociales pendant que Julien, lui, s'offrirait des dîners avec sa maîtresse en toute tranquillité.
Et d'un coup, j'ai eu l'impression que ce serait moi, la perdante. Ce soir-là, il est rentré tard. J'ai entendu les bruits discrets dans la cuisine, le frigo, le tintement d'un verre. Je suis sortie. Je me suis plantée au bout du couloir. Il ne m'a pas vue tout de suite. Je sais, ai-je dit. Il s'est retourné, surpris. Quoi? Je sais que tu la vois toujours. Depuis l'hôpital. Il est resté figé. Puis il a hoché la tête. Pas d'excuses. Pas de mensonge cette fois. J'aurais jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-il soufflé. J'étais mal à ce moment-là. Elle était là. J'ai fait une erreur. Je me suis approchée. Tu continues de la faire. Silence. Puis il m'a regardé, inquiet. Tu vas faire quoi? Et là, j'ai compris à quel point j'étais piégée. Je n'avais pas de réponse. Parce que je n'avais aucun pouvoir. Aucune option. Aucune sortie. Alors j'ai fait ce que je ne m'imaginais jamais faire. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, rien. Après cette nuit, quelque chose en moi s'est effondré. Pas comme une explosion. Plutôt comme un effritement lent, silencieux. J'ai cessé de vérifier son téléphone. De demander où il allait. Je préparais le dîner, j'aidais Maxime avec ses devoirs, je pliais le linge. J'étais là, mais sans vraiment l'être. Julien a vu le changement. Au début, il a essayé de se rattraper. Il m'a offert des fleurs un soir. A emmené Maxime au parc pour que je puisse souffler un peu. Il m'a même demandé si je voulais parler de tout ça. Mais c'était du vernis. De la poudre aux yeux. Je savais ce qu'il faisait, m'endormir, calmer le feu, m'empêcher d'exploser et de tout emporter avec moi. Le plus ironique, c'est que je ne voulais même plus tout faire sauter. Il y a un moment où la douleur cesse de brûler. Elle devient juste froide. Et moi, j'étais gelée de l'intérieur. Un après-midi, je suis allée chercher Maxime à l'école. Dans la voiture, il m'a demandé. Maman, t'es triste? Je me suis figée. Non, mon cœur. Pourquoi tu dis ça? Il a regardé par la fenêtre. Sourit plus comme avant. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas à cause de Julien. Mais parce que j'étais en train de disparaître aux yeux de mon propre fils. Alors j'ai commencé à faire la seule chose que je pouvais, préparer. Discrètement. Stratégiquement. J'ai pris rendez-vous dans une permanence juridique gratuite. La juriste a été honnête. Sans revenu ni preuve de violence, la garde de Maxime serait compliquée. Mais elle m'a dit autre chose. Vous n'avez pas besoin de partir tout de suite. Construisez votre dossier. Préparez-vous. Alors j'ai commencé. J'ai noté chaque soir où Julien rentrait tard. J'ai pris des captures d'écran de son historique de localisation. J'ai même enregistré l'une de nos conversations, celle où il avouait qu'il la voyait toujours. En parallèle, j'ai postulé à des petits boulots à distance. Télétravail, service client, saisie de données. N'importe quoi. Je n'en ai parlé à personne. Pas même à mes amis. Je ne voulais pas de compassion. Je voulais du pouvoir. Les semaines ont passé. Julien s'est rassuré. Il a cru que j'étais passée à autre chose. Il a même emmené Maxime à l'un de ses combats et posté une photo sur les réseaux, une image de nous trois comme une famille modèle. J'ai regardé les likes, les commentaires, couple en or, quelle équipe. Et j'ai souri. Parce que moi, je savais la vérité. Et bientôt, tout le monde la saurait aussi. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est ce qui allait me mettre à terre pour de bon. Un soir, le téléphone de Julien a sonné pendant qu'il était sous la douche. C'était elle. L'infirmière. J'ai laissé sonner. Puis, plus tard, j'ai écouté le message vocal. Sa voix tremblait. Elle pleurait. Je crois que je suis enceinte. Ce message m'a frappé en pleine poitrine. Je l'ai écouté 3 fois. Juste pour être sûre d'avoir bien entendu. Je crois que je suis enceinte. Elle ne sonnait pas joyeuse. Pas triomphante. Elle avait peur. Elle semblait seule.
Julien est sorti de la douche en fredonnant, une serviette autour de la taille. Totalement inconscient de ce que je venais de découvrir. J'étais là, debout dans le couloir, son téléphone à la main, comme si c'était une bombe prête à exploser. J'avais envie de hurler. De le frapper. De lui demander comment il avait pu m'infliger ça, à moi, à Maxime. Mais je n'ai rien fait. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a appelé. Il s'est figé. Ses yeux se sont posés sur l'écran. J'ai vu la panique dans son regard. J'ai pas répondu, ai-je dit. Puis je suis partie dans la chambre, sans lui laisser le temps de répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée à côté de lui, j'avais l'impression qu'un poids de béton m'écrasait la poitrine. Je n'arrivais plus à respirer. Et si elle était vraiment enceinte? Est-ce qu'il allait partir? Est-ce qu'il en aurait envie? Est-ce que je deviendrais juste un chapitre honteux dans sa vie, la femme qu'il avait laissée derrière, usée, remplacée? Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai préparé le goûter de Maxime, noué ses lacets, marché avec lui jusqu'à l'école comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Parce que maintenant, je ne préparais plus seulement ma sortie. Je me préparais à la guerre. Cette semaine-là, j'ai accepté un poste à temps partiel à distance. Service client pour une boutique de vêtements. Rien de glorieux. Mais c'était payé. J'ai ouvert un compte bancaire séparé. Et petit à petit, j'ai commencé à y transférer de l'argent depuis notre compte commun, remboursement de courses, de petits frais, des sommes assez petites pour ne pas éveiller de soupçons. J'ai fouillé nos vieux dossiers. J'ai trouvé les contrats de combat de Julien. J'ai pris des photos, noté tout ce qui prouvait ses revenus et ses biens. Et je l'ai observé. Il sortait de plus en plus tard. Trouvait de nouvelles excuses. Je suis passé voir un pote. Le coach m'a retenu. Je suis allé courir. Mais son comportement changeait. Il était nerveux. Absent. Je savais que le test était revenu. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai trouvé le mail. Il était dans la corbeille de son téléphone. Un PDF. Test positif. Elle avait laissé un message. Il faut qu'on parle. J'ai peur. Ne m'ignore pas. Ce soir-là, à table, Julien était silencieux. Maxime parlait de son exposé de science. Moi, je souriais. Comme si je ne savais pas que mon mari venait de faire un 2e enfant, ailleurs. Une fois Maxime couché, j'ai rompu le silence. Tu comptais me le dire quand? Julien a levé les yeux, surpris. De quoi tu parles? J'ai croisé les bras. Elle est enceinte. Il a laissé tomber sa fourchette. Comment tu sais? Je sais tout, Julien. Il s'est pris la tête dans les mains. C'est pas ce que tu crois. J'ai ri. Un rire sec, vide. Tu veux dire que t'as pas trompé ta femme, menti pendant 6 mois, et mis ta maîtresse enceinte? Dis-moi ce que je rate. Il est resté muet. Puis il a murmuré, j'ai pas prévu ça. Et moi j'ai répondu la seule chose que je pouvais dire. Moi non plus. Les jours qui ont suivi, j'étais comme dans un brouillard. Julien continuait à faire semblant que tout allait bien. Il ne parlait pas de la grossesse. Il faisait comme si, en ne prononçant pas les mots, la réalité disparaîtrait. Mais elle était bien là. Et moi, chaque fois que je le regardais, je ne voyais plus que ça. Pas seulement la trahison. Pas seulement l'enfant qu'il allait avoir avec une autre. Ce que je voyais, c'était l'ampleur de ce que j'avais sacrifié pour lui. 8 ans de soutien, de nuits blanches, de rêves étouffés. Tout ça pour qu'il me traite comme un meuble. Un soir, pendant que je pliais le linge dans le salon, il m'a regardé depuis le canapé. J'ai réfléchi, a-t-il dit doucement. On peut réparer tout ça. Je n'ai même pas levé les yeux. Comment? On passe à autre chose. On garde les choses normales. Pour Maxime. Je vais mettre fin à cette histoire. Je suis restée figée, une chaussette dans la main. Maintenant tu veux y mettre fin? Silence. C'est là que j'ai compris quelque chose d'encore plus douloureux, Julien n'était pas désolé d'avoir trahi. Il était désolé d'avoir été pris.
Je me suis levée. Et si elle garde le bébé? Il s'est frotté le visage, l'air épuisé. Je m'en occuperai. Discrètement. Tu veux dire verser une pension alimentaire? Il a grimacé. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. J'ai secoué la tête, et séhuré. Tu m'as menti pendant 6 mois. Tu l'as embrassé pendant que je t'apportais ton dîner à l'hôpital. Et maintenant tu veux qu'on reste ensemble comme si c'était une stratégie de communication? Il a haussé la voix pour la première fois. J'ai fait une erreur, d'accord? Mais je suis encore là. Je rentre à la maison. Ça veut dire quelque chose, non? Et là, j'ai ressenti la chose la plus tranchante de toute cette histoire. Il croyait que rentrer à la maison suffisait à racheter ses fautes. Comme si le simple fait d'exister dans la vie qu'il était en train de détruire lui donnait une médaille. Ce soir-là, après qu'il s'est endormi, je me suis levée et je suis allée dans le couloir. J'ai regardé la photo de notre mariage accrochée au mur. J'ai décroché le cadre. Ouvert l'arrière. Sorti la photo. Et je l'ai brûlée dans l'évier de la cuisine. Le lendemain matin, j'ai renvoyé un mail à l'avocate du centre juridique. Je suis prête. Quelle est la prochaine étape? Mais c'est là que le destin m'a réservé un nouveau coup. Une lettre est arrivée par la poste. Ce n'était pas d'elle. C'était de son avocate. L'enveloppe était fine, de couleur crème, et glaciale entre mes doigts. Je me souviens être restée debout dans la cuisine, à la fixer pendant 1 minute entière avant d'oser l'ouvrir. Mes mains tremblaient. J'étais terrorisée, mais je ne pouvais plus reculer. À l'intérieur, une lettre formelle, demande officielle de test de paternité et notification d'intention de réclamer une pension alimentaire. Signée par une avocate. Voilà. Noir sur blanc. Ce n'était plus un accident. C'était devenu une réalité. Je me suis assise à la table, la lettre toujours en main. Julien est arrivé quelques minutes plus tard, bâillant, se frottant la nuque. Il m'a vu, a vu l'enveloppe. Il n'a même pas eu besoin de demander. Elle a pris un avocat, ai-je dit. Son visage est devenu livide. Il m'a arraché le papier des mains, l'a lu rapidement, puis l'a violemment jeté sur la table. Elle m'avait promis qu'elle ne ferait pas ça. J'ai ricané. Un rire sec, amer. Tu l'as cru? Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine comme un animal pris au piège. Ça va tout foutre en l'air. Mes sponsors, mes fans, mon image. Je me suis levée. Ton image? C'est ça qui t'inquiète maintenant? Il s'est retourné vers moi. Tu ne comprends pas. Non, Julien. C'est toi qui comprends pas. Il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de moi. De Maxime. De la vie que je tiens debout depuis des mois pendant que toi, tu construisais une autre famille dans mon dos. Il est resté silencieux. Parce qu'il n'avait plus rien à dire. Pendant les jours suivants, la maison est devenue une zone de guerre silencieuse. On ne parlait que de Maxime. Il dormait désormais sur le canapé. Il savait qu'il n'avait plus sa place dans notre lit. Je suis retournée voir l'avocate. Je lui ai montré la lettre. Je lui ai demandé ce qu'il allait advenir de moi, de Maxime. Elle n'a pas menti. Si Julien reconnaissait l'enfant, une grande partie de ses revenus serait redirigée vers cette nouvelle responsabilité. Ce qui voulait dire, moins pour moi. Moins pour mon fils. Je n'étais pas seulement en train de perdre mon mari. Je perdais aussi la sécurité que j'avais cru construire avec lui. L'avocate m'a regardée avec compassion. Vous avez de la famille qui pourrait vous aider? J'ai baissé les yeux. Personne de proche. J'ai été mère au foyer pendant 8 ans. J'ai tout abandonné pour ce mariage. Elle a hoché la tête. Alors, à moins d'être prête à engager une procédure judiciaire, il va falloir réfléchir, à long terme. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée allongée jusqu'à 3 heures du matin, les yeux rivés au plafond. Julien ronflait sur le canapé. Maxime dormait paisiblement, serrant contre lui son vieux nounours. Je suis allée le regarder, là, dans son lit. Et j'ai pris une décision. Pas une décision héroïque.
Pas une décision forte. Une décision lucide. Je n'allais pas partir. Pas encore. J'allais rester. Sourire. Jouer mon rôle. Et dans l'ombre, je construirais quelque chose à moi. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais me prendre. Mais je n'allais pas lui dire. Parce que, tant qu'il me croyait brisé, je restais invisible. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Julien n'avait aucune idée que j'avais déjà ouvert un compte à mon nom. Il ne savait pas que je travaillais tous les matins, discrètement, avant que Maxime ne se lève. Et surtout, il ignorait que j'avais entamé des rendez-vous avec une deuxième avocate, une indépendante cette fois, bien plus expérimentée. Je jouais parfaitement mon rôle. Je préparais les repas. Je riais quand Maxime montrait ses dessins à son père. Je le laissais croire que j'étais à bout, que j'avais baissé les bras. Parce que quand un homme comme lui pense que vous êtes faible, il relâche sa garde. Et pendant ce temps, les fissures dans la vie de Julien s'élargissaient. Ses prochains combats étaient repoussés, problème de contrat selon lui. Mais j'entendais des bribes de conversation, des sponsors inquiets, une image à protéger. Et dans le monde de la boxe, rien ne fait fuir les marques plus vite qu'un scandale de paternité. Certains soirs, il rentrait furieux. Il criait pour un plat pas assez chaud, pour une paire de chaussettes mal rangées. D'autres soirs, il tentait d'être aimable. « Tu veux que je fasse les courses, on regarde un film ce soir ?» Je faisais semblant. Parce que je gagnais du temps. 3 semaines après avoir reçu la lettre de l'avocate, tout était prêt, compte séparé, revenu à moi, avocat solide, plan d'action. Il ne me manquait plus qu'une date. Mais une chose imprévue est arrivée. L'infirmière, elle s'appelait Tessa, est venue chez moi. C'était un dimanche. Julien était sorti. Maxime et moi revenions du parc. Et là, sur le perron, elle était là. Je l'ai immédiatement fait entrer Maxime dans la maison. J'ai refermé la porte derrière lui. Puis je me suis tournée vers elle. Tessa avait l'air différente. Amaigrie. Cernée. Le regard rouge, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Je vous demande juste de m'écouter », a-t-elle dit. Je suis pas venue chercher des ennuis. Je suis restée muette. Elle a baissé les yeux. Il m'a menti. À moi aussi. Il m'a dit que vous étiez séparés. Que vous viviez ensemble pour votre fils. Qu'il dormait sur le canapé. Et oui, il l'a fait, mais au début, il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai serré les dents. Tu veux quoi? Elle a reniflé. Rien. Je suis pas là pour l'argent. Ni pour vous humilier. J'ai peur. Il ne répond plus à mes appels. Il m'a dit d'avorter. Je me suis crispée. Tu l'as fait? Elle a secoué la tête. Non. Un silence pesant est tombé entre nous. Je vais garder le bébé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais je veux rien de lui. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. Puis elle est partie. Je suis restée seule sur le perron, figée. Maxime, à l'intérieur, riait devant un dessin animé. Pour lui, la maison était encore un endroit joyeux. Stable. Mais pour moi, cette illusion avait explosé depuis longtemps. Et maintenant, il ne me restait qu'un choix. Rester, et disparaître. Ou partir, et risquer de tout perdre. Ce soir-là, je n'ai pas dit un mot à Julien. J'ai préparé le dîner, donné le bain à Maxime, lui et lu son histoire, puis je me suis glissée dans le lit, tout habillée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me briser la cage thoracique. Julien est rentré tard encore une fois. Il empestait le parfum bon marché. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. T'es silencieuse ce soir. Je n'ai rien répondu. Il s'est assis au bord du lit. Je lui ai parlé. Toujours pas un mot de ma part. Elle va le garder. J'ai tourné la tête vers lui. Il avait l'air vidé, pas par la culpabilité, mais par la gêne. Comme si cette grossesse était une tâche dans son emploi du temps. Je sais, ai-je dit. Elle est venue ici. Son regard a changé. Quoi? Elle s'est tenue là, sur le perron.
Elle m'a tout dit. Il s'est pris la tête dans les mains. J'ai pas voulu que ça se passe comme ça. J'ai pas. T'as pas voulu te faire prendre, les jeux interrompus. Silence. J'ai pas signé pour élever 2 enfants, a-t-il marmonné. Je me suis redressée. Non. Toi, t'as rien signé du tout. Moi, j'ai signé pour nous. Pour toi. Pour ta carrière. Quand tu saignais sur le ring, j'étais là. Quand t'avais rien à bouffer, je cuisinais. J'ai porté tes rêves comme s'ils étaient les miens. Et toi? Tu m'as rayé au moment où une fille plus jeune est entrée avec un carnet et un sourire. Ses yeux se sont agrandis. Comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Mais je n'avais pas fini. Tu crois que je t'ai pas vu changer? Que j'ai pas senti que je n'étais plus qu'un meuble dans ta vie? Je suis devenu le décor. Le soutien. L'ombre. Mais les ombres, elles voient tout. Il s'est levé. Alors quoi, tu pars maintenant? Je l'ai regardé. Longuement. Non. Il a froncé les sourcils, confus. Je pars pas. Pas aujourd'hui. Pas demain. Tu veux savoir pourquoi? Il n'a pas répondu. Parce que pendant que t'étais occupé à trahir, moi, j'étais occupé à prévoir. J'ai un compte à mon nom. Un avocat. Des preuves de tout. Et le jour où je partirai, je prendrai mon fils. Je prendrai ce qui me revient. Et je raconterai la vérité. Pas avec des cris. Avec des faits. Il a reculé, abasourdi. Tu aurais dû avoir peur le jour où j'ai cessé de crier, Julien. Parce que c'est ce jour-là que j'ai commencé à planifier. Il a quitté la chambre, a claqué la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi. Pas paisiblement. Mais avec une direction. Les semaines qui ont suivi ressemblaient à une guerre froide. Julien se faisait discret, presque craintif. Je continuais à jouer mon rôle, épouse silencieuse, mère présente, femme effacée. Mais à l'intérieur, tout était en mouvement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà loué un petit appartement. Rien de luxueux, mais propre, sûr, et surtout, à moi. J'avais mis des affaires en garde-meuble sous le nom d'une amie. Ouvert une boîte postale. Commencé à reconstruire ma vie, pièce par pièce. Maxime viendrait avec moi. Mon avocate me l'avait confirmé, avec les preuves réunies, le témoignage de ses absences, la grossesse reconnue, il n'avait pas l'avantage. Un soir, je l'ai trouvé assis seul dans le salon, télé éteinte, regard perdu. Il semblait vieux. Fatigué. Pas par la douleur. Mais par la prise de conscience. Celle que sa vie ne lui appartenait plus. Tu vas vraiment partir, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Oui. Il a baissé les yeux. Je pensais pas que tu le ferais. Je sais. C'était ton erreur. Il a ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose. Mais aucun mot n'est sorti. J'ai traversé le salon, pris le sac que j'avais préparé. Maxime est sorti de sa chambre, son petit sac à dos déjà sur les épaules. Je l'avais préparé. Avec douceur. Avec patience. Julien l'a regardé. Je peux avoir un câlin? Maxime a hésité. Puis a hoché la tête. Il l'a serré sans un mot. Julien lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas demandé. Nous avons quitté la maison. L'air dehors était plus frais que je ne l'imaginais. J'ai attaché Maxime dans la voiture. Puis je suis resté un instant immobile, debout côté conducteur, fixant cette maison. Cette prison. Ce champ de bataille. Cette scène de mon effacement. Et je n'ai ressenti ni tristesse. Ni regret. Seulement du soulagement. Nous avons roulé un long moment en silence. Puis Maxime, depuis l'arrière, a demandé. Maman? Oui, mon cœur? On va être heureux, maintenant? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Oui. On va être heureux. Et je le pensais. Je n'allais pas chercher la vengeance. Je n'allais pas me battre contre l'autre femme. Je n'en avais pas besoin.
Julien allait devoir vivre avec ses choix. Élever un enfant avec une femme qu'il avait abandonnée. Faire face aux conséquences de ses mensonges. Moi, j'avais récupéré l'essentiel. Ma liberté. Ma dignité. Mon fils. Certaines personnes pensent que pardonner, c'est être faible. Mais parfois, la force, c'est simplement partir sans tout brûler derrière soi. Alors je vous pose la question. Et vous, à ma place, vous seriez parti quand ?